Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur la chaîne Twitch Your Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je suis en ligne avec Constant. Comment ça va, Constant? Bah écoutez, ça va plutôt bien, puisque Nikola Jokic s'est qualifié pour les finales de conférence. Ça, c'est quand même très satisfaisant quand on fait partie de la team Petit Marché. Un peu déçu pour Philly et pour Tyrese Maxey, parce que il a un coach qui s'appelle Doc Rivers et un joueur qui s'appelle James Harden. Donc on a deux gars qui sont pas capables de finir des séries quand ils sont devant. Mais bon, un petit Denver contre Los Angeles, là, Nikola Jokic contre LeBron James, c'est quand même plutôt Oh, intéressant, donc on est satisfait. elle est cool comme série quand même, hein. Elle est quand même Ah ouais, assez cool comme série. on est satisfait, on est satisfait. Mais aujourd'hui, on va pas parler des playoffs, on va parler du Thunder comme d'habitude, bien entendu. Et on va réaliser le troisième volume de notre podcast qui s'intitule Qui s'inscrira dans le futur du Thunder. Donc déjà, on vous invite à réécouter les deux derniers épisodes pour voir un petit peu d'où on vient et qui y avait les derniers dans le roster. C'était un peu différent de maintenant. Mais globalement, on va faire une revue de l'effectif, un petit peu comme on a fait lors du bilan individuel là. Mais on va faire une revue de l'effectif et on va essayer de se projeter dans le futur pour voir qui sera, on avait l'habitude de dire qui sera dans la future grande équipe du Thunder, mais plutôt au Ouais. moins qui sera là pour les quelques années, puisqu'on on espère s'en rapprocher de tout ça. Bah, Vas-y. disons qu'on avait dit qui sera dans. Enfin, on avait une catégorie en se disant ces joueurs-là, ils seront dans la future équipe compétitive du Thunder. Sachant que cette année, tu as C'était déjà eu une équipe compétitif, ouais. compétitive. Et c'est ce que je disais en off, c'est peut-être le podcast le plus représentatif de la reconstruction. Parce que quand vous regardez les noms et les catégories qu'on a pu mettre pour certains joueurs, notamment des joueurs qu'on citera dans le podcast et d'autres qu'on ne citera pas dans le podcast, il y a un où il y a 2 ans c'était encore plus drôle, vous allez voir qu'on a déjà bien progressé en termes de qualité de roster. Ça c'est sûr. Pour ça, on va classer les joueurs en 5 catégories. Donc on débattra aussi d'ailleurs des catégories un petit peu, mais on n'aura peut-être pas la même vision des choses, mais en 5 grandes catégories. Le premier qu'on a un petit peu appelé intouchable, pseudo-intouchable en NBA, hein. Mais on va dire que c'est le futur gros noyau de la franchise, c'est des joueurs que tu n'as pas forcément envie de trader quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a les keepers, c'est ceux qu'on voit dans le roster et dans l'effectif plusieurs années. On les voit rester là quelques temps encore. Ensuite, il y a les keepers plutôt court moyen terme. Ça, c'est des joueurs qui pour nous seront là encore quelques années, mais on a un peu de mal à les voir s'inscrire très longtemps. Peut-être qu'on les voit trader rapidement, ou peut-être qu'ils seront pas forcément là, ou qu'ils n'auront pas un rôle très important dans quelques années. Ensuite, il y a les paris. Ceux on ne sait pas trop ce que ça va faire. Ceux on a du Les mal. paris en attente, Voilà, en ouais, attente, on ne c'est sait pas la trop où les catégorie un placer. peu fourre-tout. Ouais, c'est ceux qui on ne sait pas comment les placer, donc on les met là. Et ensuite les one shots, c'est ceux, bon bah on va pas s'éterniser avec vous les gars, on espère que vous pas trop vous voir dès l'année prochaine, et on pense qu'on vous verra pas trop. C'est encore. Ah, ça, c'est violent, Non mais c'est un peu ça. Pierre, il y a plus violent que moi là, ça y est, là, c'est parti. Là, Donc voilà un petit peu pour les catégories. On va bien sûr commencer par la catégorie la plus importante, c'est un peu nos intouchables, notre noyau. Et déjà, je crois qu'on l'a dit en off, on n'est pas d'accord, on n'a pas le même nombre de joueurs. Donc Constant, Non. tu m'as dit que tu en avais deux. Qui sont ces joueurs? Et moi j'ai deux intouchables, pardon. Sachant que l'an dernier, les deux intouchables, on avait les deux mêmes. C'était Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey. Ouais, jusque-là, il n'y avait pas de surprise. Non. Cette année, mes deux intouchables, c'est Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren. Ah, t'as enlevé Josh Giddey, je pensais pas. J'ai enlevé Josh Giddey. Moi j'en ai 4. Donc je suis plus optimiste que toi. J'ai bien sûr Shea, ça c'est écrit. Je n'ai pas enlevé Josh Giddey, je l'ai laissé là. J'ai bien rajouté Chet comme toi, on en parlera pourquoi. Et j'ai mis J-Dub. J'ai mis J-Dub dans la liste. J'argumenterai ensuite. Bon, on va commencer par Shea, mais bon, pas grand chose à dire sur Shea, honnêtement, hein. Il vient d'être élu All-NBA First Team, avec À à l'unanimité d'ailleurs, hein, l'unanimité. ça n'a fait réagir personne, hein. Ouais, avec le plus de votes pour les guards, enfin voilà, assez largement, une distinction qui vient récompenser sa super saison. On en parle beaucoup, on se rapproche de plus en plus d'une star plus que d'un potentiel All-Star. Bon là on est bien loin de ça, hein, on est dans l'un des meilleurs guards de la ligue. Ouais, t'as pas trop hésité à le mettre là, j'imagine.
Non, 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 bah, de toute façon, il était intouchable il y a 2 ans, il était intouchable l'an dernier, il va pas bouger de place, de toute façon, c'est ta timeline, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais Hmm. c'est ta reconstruction. Euh, J'aime bien la formule qu'avait utilisée par Tom dans un des podcasts de d'Unkebdo à propos de Ja Morant, où il disait avant tu construisais autour de Ja Morant, enfin tu construisais avec Ja Morant Hmm. justement, et maintenant tu vas construire autour de Ja Morant. Et je trouve que cette saison de chez Gilgeous-Alexander, elle peut se résumer en avant, tu construisais avec lui. Après cette saison de All-NBA, tu construis autour de lui. Hmm. C'est vraiment ton point central de la reconstruction. Il va falloir commencer à essayer de voir comment tu peux maximiser les joueurs autour de chez Gilgeous-Alexander qui vont pouvoir proposer autre chose de différent sur le parquet avec notamment du spacing. Donc oui, il est en intouchable. C'est l'un des meilleurs joueurs de moins de 25 ans de la ligue. C'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Donc voilà, le Thunder a eu quand même à échanger un All-NBA en la présence de Paul George pour un autre All-NBA avec Shai Gilgeous-Alexander. Il y a juste J-Dub plus encore 5 first round qui vont arriver. Mais voilà, c'est le noyau, c'est le socle de ta reconstruction, c'est bien évidemment Shai Gilgeous-Alexander. Donc pas grand chose à dire, et tu fais bien de citer Tom, parce que j'ai bien aimé sa tournure de phrase, effectivement, elle correspond bien à ce qui est en train d'être fait avec Shea. Et comme tu le dis, je pense pas que ça soit le plus compliqué de construire autour de lui. T'as quelques restrictions, il y a quelques trucs à bien mettre en place, tu as dit, il y a du spacing, après c'est pas forcément un créateur ultime pour que ce soit ta première option, enfin là, il y a des petites limites, mais c'est pas le joueur le plus compliqué à construire comme franchise player. On a eu ce débat juste pour finir sur Shea avant. Honnêtement, il y a de moins en moins de joueurs contre qui tu le trades. Au début, tu me disais non, il n'y a personne. Je te dis, bah si contre un Giannis, par exemple, est-ce que tu le trades ouais, on en vient à ces dimensions-là, en fait, quand on va parler d'un trade de chez. On n'est plus aux dimensions, hein, on va l'envoyer aux Raptors contre leur first round et je sais pas quoi, quoi. Non, mais en plus c'est le fan numéro un infiltré des Raptors qui nous pose la question, puisque c'est Ouais. chez Gilgoat, on le connaît, hein, il fait celui qui est fan du Thunder alors qu'il est sous couverture. Mais oui, de toute façon, sa valeur a explosé. On verra quand même l'an prochain s'il est capable de faire une nouvelle saison de ce calibre, hein, parce qu'il y a C'est vrai. des fluke seasons, ça peut arriver. Bon, après, des fluke seasons où tu es en 31-5-5, bon. Ça va quand même pas se reproduire, mais je le vois difficilement poser la même ligne statistique l'an prochain, mais être capable au moins d'être de nouveau All-Star, peut-être au NBA, même si la concurrence des guards va être très solide. Et puis voilà, c'est intouchable. Petit point pour ceux qui n'ont pas suivi d'ailleurs le thread qui a été posté sur Twitter, il a été All NBA, mais comme il n'a pas été All NBA avant le début de son contrat, il ne va pas bénéficier de l'augmentation de salaire. Donc dans les meilleures années, tu vas avoir chez Gilgeous-Alexander qui va être payé 40 millions, sachant que les superstars vont être payés 50 ou 60, donc ça fait quand même de la bonne différence dans le cap. Donc voilà, c'est que du positif pour Shea. Bon timing de prolongation, fallait pas un an de plus. Fallait Non. pas un an de plus. Ouais, non, après on verra effectivement s'il confirme aussi bien. D'ailleurs, il pourrait être un peu moins bon, mais le Thunder meilleur, et que ça en serait encore mieux, hein. Et je pense que c'est ce qui risque d'arriver d'ailleurs. On verra peut-être un peu moins parce qu'il y aura d'autres joueurs à côté, mais il sera quand même exceptionnel. Je le vois mal ne pas être All-Star vu la dimension qu'il a pris maintenant et même la reconnaissance un petit peu qu'il a maintenant. On part sur des grosses bases. T'as quand même d'autres guards qui sont plus sur le déclin, d'autres qui montent, mais ouais, globalement, Après, la concurrence des guards à l'Ouest, elle est toujours solide, ouais, hein. ouais. Tu prends Curry, Booker, Lillard, Fox. Enfin, Ja, voilà, c'est Ja, t'as bien même sûr, que je vais pas Anthony Edwards mentionner. si tu considères comme un guard, ça dépend. Anthony Edwards, bien sûr, hein, pendant que je vais, ne bougez pas pendant que je vais changer ma caméra parce que ça saute. Mais oui, effectivement, la concurrence des guards est importante. Mais dans la conversation du meilleur poste 2 au monde, chez Gilgeous-Alexander, pour l'instant, et c'est pas lui parce que je pense que c'est Devin Booker. Mais en tout cas, dans cette nouvelle génération de vrais postes 2 qui est en train d'éclore après des années un peu de disette, il est dans la conversation. Et chez Gilgeous-Alexander, même s'il est listé en tant que point guard sur la plupart des sites, ce que je comprends pas, c'est un vrai poste 2. Non, ouais, c'est pas un point de garde, ouais. On va parler de Josh Giddey maintenant, que moi j'ai dans ma liste et que du coup toi tu auras sûrement ensuite. C'est Ouais, normal sur le plus constant, il est en train de changer sa caméra, vous inquiétez pas. bougez pas. Je l'ai laissé là, pourquoi? Parce qu'il était déjà l'année dernière déjà. Donc premier élément, enfin déjà je l'avais l'année dernière, donc moi je l'ai laissé. Pourquoi je l'ai laissé? Parce que il a progressé.
pour moi, il a progressé sur énormément d'aspects du jeu. On n'a pas eu une progression vraiment statistique monstrueuse, il n'y a pas eu une progression où il a tiré l'équipe sur le dos. Enfin voilà, c'est différent d'une progression éclatante comme on a pu voir des fois de chez sur les dernières années, où il a vraiment changé de statut. Mais il a progressé sur tous les compartiments du jeu, il est toujours excessivement jeune, vu ce qu'il produit. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'a un Josh Giddey dans cet effectif, la valeur qu'il a, de par ce qu'il apporte et de par son jeu, de par voilà, tout ce qu'il propose sur le terrain. Et je disais même là, au moment où Shea a été élu dans la First Team et où les gens débattaient de ça forcément, il y a pas mal de gens qui disaient ouais, il fait ça avec Josh Giddey en option 2. Alors je suis d'accord pour dire que Josh Giddey c'est pas une option 2 ultime, que tu vas pas archi loin en playoff ou machin, mais c'est pas un joueur ridicule, loin de là, hein. C'est un peu Non, le sous-estimé en disant ça. non, Et j'ai c'était vu beaucoup de monde dire positif, ça, hein. mais pour moi, c'est un très bon joueur, il est encore très jeune, c'est une pièce essentielle pour l'instant de ta réussite et de ton noyau. Je voyais pas du tout comment je pouvais l'enlever d'ici. Ah, mais alors, les gens qui ont dit Josh Giddey deuxième option, c'était plutôt positif, hein, puisque j'ai vu certains comptes qui essayaient de réduire la performance de Shea en disant, enfin, qui essayaient de comparer la saison de Shea et de Luka Doncic en disant l'effectif du Thunder est sous-estimé Hmm. Même- par rapport à celui de Luka Moi Doncic. j'ai vu l'inverse aussi, c'était en mode en même temps Shea il arrive à faire ça et amener l'équipe en play-in alors que la deuxième option c'est Josh Giddey. J'ai vu un peu peut-être les deux, tu vois. Moi, je suis d'accord avec ça, mais bon, visiblement, on sous-estime on sous-estime l'effectif du Thunder, alors qu'en septembre, tout le monde nous donnait 25 victoires. Mais bon, ça, c'est pas grave. Josh Giddey, pourquoi je l'ai pas mis en intouchable? Pour la simple et bonne raison que c'est un peu le classement cette année, je l'ai un peu fait en ce que je voulais, en essayant de me projeter sur le futur et ce qui va se passer. J'ai une théorie qui, pour le coup, va être assez facilement vérifiable, c'est que Chet Holmgren, Josh Giddey, J-Dub, sur les trois, quand tu seras vraiment une équipe contender, tu en auras un, voire deux qui seront plus là. C'est Parce possible. que, parce que va y avoir des situations contractuelles, va peut-être y avoir un trade pour un All-Star, du coup ces joueurs-là seront dedans. Du coup je me dis, si je devais choisir parmi ces trois joueurs-là, lequel je garderais en intouchable? Et du coup j'ai gardé Chet Holmgren. Pour Josh Giddey, pourquoi je l'ai enlevé des intouchables? C'est pas parce que je trouve qu'il est moins bon, parce que je le trouve moins valuable que ce qu'il a été durant sa saison rookie. Je trouve que la marge de progression a été franchie et a été franchie avec des temps de passage plus rapides que ce qu'on avait pu imaginer. Après, oui, effectivement, je trouve que c'est peut-être, de par son profil atypique, le moins Hmm. valuable des trois sur une équipe vraiment compétitive, parce qu'il va y avoir des limitations pour l'instant, hein, au niveau du shoot, au niveau de la défense, même s'il reste très jeune. C'est un profil finalement que tu vois pas forcément chez des équipes contenders, là où un Chet Holmgren et encore plus un J-Dub, je vois parfaitement quel type de profil ils peuvent remplir dans une équipe compétitive. Donc voilà, je l'ai descendu pas parce que je le trouve moins bon, parce que je me dis d'une part il va être potentiellement tradé et de secondement parce qu'il peut être ce joueur finalement un peu moins valuable dans une équipe compétitive. En fait, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Déjà sur son profil qui est beaucoup plus atypique et plus intriguant sur comment on va le faire évoluer dans un aspect archi compétitif qui seront les playoffs, deuxième tour de playoffs, etc. Faudra voir si ça devient un problème parce que tu n'as jamais ce profil en fait et que du coup les équipes s'adaptent et te sanctionnent défensivement, enfin voilà. Ou au contraire, c'est un avantage d'avoir ce profil-là. Ça sera à lui aussi de réussir à créer cette différence-là. Ensuite, voilà, je suis d'accord avec toi que tu n'auras pas forcément les 4 quand tu iras archi en playoff, mais pour l'instant, c'est ton noyau, c'est des joueurs que tu trades presque dans aucun cas, ou alors offre majeure. Voilà, je pense que Guidi va avoir sa prolongation quand le moment sera venu, potentiellement à un très haut Ouais, salaire d'ailleurs. il y a le temps quand Il y même. a le temps, hein, mais ça va arriver plus vite qu'on le pense au final, parce il va arriver dans sa troisième année, ça peut arriver, tu peux déjà en discuter, je pense, hein. Ouais, non, mais à la fin de la saison, il arrivera dans sa Oui. troisième année. Ouais. Et sachant que s'il y a prolongation de contrat de Josh Giddey, son deuxième contrat ne prendra effet que lors de la saison 2025-2026. Donc, Ouais, mais bah, tu peux l'anticiper, tout ça, donc tu vois, la question va se poser assez rapidement, en fait. Donc voilà, ensuite, non, tu vois, c'est vraiment sur la progression, je me voyais pas l'enlever. Même si je suis d'accord avec toi que garder ce noyau des 4 là, ça risque d'être compliqué à un moment, et voilà, ça serait vraiment quelque chose de très fort d'arriver à drafter
trois gars, d'accompagner Shea, de récupérer après saison rookie et de construire autour de ça, ce serait vraiment très solide de faire ça, mais c'est sûr que vu la NBA actuelle, il risque d'avoir un trade, ça je suis d'accord avec toi. T'imagines drafter trois gars qui sont tes trois joueurs majeurs dans une équipe contender? Ça Bah, n'est jamais arrivé au Thunder, hein. non, jamais, 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 jamais. jamais. On va parler de J-Dub ensuite, que moi j'ai du coup dans cette liste-là et que toi tu n'as pas. Je pensais pas le mettre là au début de la saison, on va être honnête. C'est clairement une énorme satisfaction de voir le niveau où il a évolué. Il est certes plus vieux que Josh Giddey, mais quand tu vois à quel point c'est souligné, enfin quelle importance il a pris dans le jeu, comment il est vu, que ce soit par l'équipe, par les médias, etc. Parce que autant au début c'était un peu un truc de niche de dire Jalen Williams, vous allez voir, il performe, il va être bon. Autant en fin de saison c'était le truc le plus connu, je pense, par rapport au rookie. Pas grand monde ne connaissait pas Jalen Williams, à part un gars qui n'a pas voté pour lui apparemment, Dennis pour le Scott. ouais, Dennis Scott. Non, et puis tu vois, quand t'as tout le monde qui te dit, bah en fait, on s'est trompé, c'est un potentiel All-Star dans le futur vu ce qu'il a montré, enfin il peut énormément progresser, il a énormément de force dans son jeu. Tu vois, je me dis, lui, même, et au contraire d'un Guidi, pour le coup, vu sa polyvalence, vu son profil, clairement, il fait partie intégrante de ton noyau. Tu peux le faire jouer avec plein de gars autour, tu peux le faire jouer de plein de façons différentes. Il reste jeune, tu viens de le drafter assez haut en plus, donc ça joue dans la projection que tu as de tes joueurs aussi. On en reparlera pour un autre bien plus tard. Mais j'ai du mal à le mettre dans la catégorie d'en dessous parce que pour moi, peut-être même plus qu'un Guidi, ou comme tu l'as bien dit, de par le profil, ça peut poser question. Un J-Dub, il peut être là assez longtemps. Un peu, ben, on va faire cette compa, mais comme Michael Bridges a pu l'être avec les Suns, bon, il est plus maintenant, mais il aurait pu rester s'il n'y avait pas le trade de KD, etc. Mais il a fait pas mal de choses avec les Suns, et tu vois, dans ce profil. Oui, oui. Alors, pour répondre à la question de Kamel, oui, le CBA en tout cas évite, enfin va pénaliser ceux qui sont très avancés dans la luxury tax. Donc c'est peut-être Hmm. effectivement, tu vas pouvoir difficilement te renforcer à la free agency. Mais le Thunder se renforce déjà pas des masses à la free On agency. on fera un petit Euh, épisode CBA sûrement dans l'été pour voir qu'est-ce que ça a changé, les prolongations, on discutera un peu de tout ça sûrement. Oui, 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 bien sûr, en temps et en heure. Hmm. J-Dub, bah, pour moi, c'est le joueur qui va être le plus susceptible d'être tradé, hein, très honnêtement, hein. Parce que de par le profil, absolument toutes les équipes, tu Ouais. veux faire un trade pour un All-Star ou pour un All-NBA, les équipes elles vont faire, Hmm. bon bah là, ton petit ailier là, qui est capable de tout faire, tu vas me le mettre, Mais c'est c'est en pour... même temps ce que tu as envie de garder aussi, c'est ce que tu as besoin, tu vois. Ah oui, Tu peux prendre mais le problème dans les deux sens, je suis c'est d'accord. c'est ce qui va avoir le plus de valeur Oui, c'est marchande. Mais sûr, c'est sûr. t'as raison de dire le cas Michael Bridges du côté Bah des ouais. Suns, même si on n'est pas sur le même défenseur. Enfin, voilà, Michael Bridges a quand même eu, c'est la draft 2018, donc c'est la draft de Shai Gilgeous-Alexander. Il a quand même eu 5 années de développement du côté de Phoenix. Il est même dans son deuxième contrat. Après, il a pas Donc, le même âge non plus, tu vois, donc bon, non, mais c'est c'est pour sûr. ça que je te Hmm. dis. Il a eu 5 années de développement. Déjà que Michael Bridges était un joueur relativement vieux lorsqu'il a Ouais. été drafté. Il est déjà dans son deuxième contrat qui est absolument magnifique. Je vous laisse aller voir, mais on est aux alentours des 20 millions de dollars pour les 3 prochaines années. Donc oui, mais J-Dub, pour le coup, c'est typiquement le profil où tu essayes de négocier avec des équipes. Les équipes vont te faire. Tu vois, Josh Giddey, je pense que les équipes vont apprécier, mais J-Dub, je suis sûr que les équipes vont apprécier. Bon, et je pense que oui, Détroit, c'est le plus susceptible d'être inséré dans un trade. Donc voilà, moi je l'ai pas mis en intouchable parce que, encore une fois, vraiment c'est celui auquel je pense vraiment, où je me dis, s'il y a un gros trade, il sera Ouais, mais obligatoirement est-ce dedans. qu'il arrivera ce gros trade? Enfin, il y a un moment, est-ce qu'il arrivera quand, machin? Est-ce que ça sera dans 5 ans? Est-ce que ça sera dans 2? Est-ce qu'il y en aura pas? Est-ce que, enfin, tu Dans vois. 5 ans, peut-être pas, mais Je te dis n'importe quoi, mais tu vois, là, en fait, c'est pour ça que moi j'avais du mal à les mettre en dessous, alors que je te comprends totalement dans cette optique. Ce trade-là, tu peux pas le prévoir, tu sais pas quand ça peut arriver, tu sais pas pour quel joueur, quel type de joueur, c'est parce c'est que, pour ça qu'on a une catégorie qui peut long terme juste en dessous. ouais, c'est différent pour moi. Mais bon, Ah bon? oui, mais c'est pour ça que moi j'en ai un autre dans l'équipe à long terme que j'aurais pu mettre au-dessus, mais que j'ai mis là dans l'équipe à long terme, mais qui pour moi restera peut-être un peu moins. Mais pour moi c'est ton noyau. Donc cher, je suis d'accord avec toi que les GM, tu trades avec le Thunder, tu veux ce gars-là, et ça c'est Bien sûr, évident. bien Mais sûr. moi je suis Prestige, j'ai pas envie de le lâcher non plus. Donc Bah, là, tu vois, moi, justement, je suis précis en fonction de l'offre. Je réfléchis. Parce que voilà, on va pas partir dans un scénario entre guillemets hypothétique où Giannis ou Luka Doncic sera disponible. Mais si tu as un joueur, je sais pas, on va prendre un exemple tout con. Si tu as Jalen Brown qui est disponible,
si tu as Jalen Brown qui est disponible, mes 2 joueurs en intouchable, c'est non. Je n'échange pas ces joueurs-là pour Jalen Brown. Si Jalen Brown est disponible et que tu as Josh Giddey ou J-Dub qui sont demandés dans le deal, je réfléchis. C'est comme ça que j'ai raisonné. Bien sûr, c'est le noyau de ta reconstruction. Mais si jamais il y a un deal pour un joueur qui est au NBA, il y en a 2 pour qui c'est non catégorique. Et Giddey et J-Dub, je dis pas que je le fais, mais je suis ouvert au dialogue. C'est pour ça, moi je réfléchis, mais je suis pas sûr de le faire. Pourtant c'est Jalen Brown, et Dieu sait qu'on l'aime Jalen Brown dans ce podcast. Tout le monde adore Jalen Brown et aime l'avoir. Sauf les fans de Boston. Mais ouais, globalement... Non, mais en fait on partage la même chose, c'est juste qu'on n'a pas classé de la même façon les joueurs vis-à-vis de ça en fait. Mais oui, je suis d'accord avec toi ensuite. C'est peut-être un peu plus sévère sur les intouchables. Et après Chet, on l'a tous les deux, je pense qu'on l'a mis tous les deux, toi et moi, bah, théoriquement forcément. Pick 2, profil archi intéressant, atypique, etc. Oui, bien sûr. Je croyais que tu allais repartir sur un truc, mais Tyrese Maxey, réécoutez. Tyrese Haliburton plutôt, on me dit, je pense. Ouais, ou Tyrese, ou les deux, de toute façon. Oui, Tyrese Haliburton, oui, effectivement aussi, mais Tyrese Maxey, réécoutez, quand on a fait des débriefs de draft, j'étais déjà très chaud sur Tyrese Maxey. Mais pour une fois que j'ai raison sur la draft. J'en profite. Mais oui, Chet Holmgren, pourquoi je l'ai mis en intouchable? Parce que pour moi, Chet Holmgren, s'il est le joueur qu'on prétend, enfin que l'on espère et que l'on envisage être, c'est un joueur absolument intouchable dans ta reconstruction et dans ta franchise. J'en ai parlé avec un abonné il y a de ça quelques jours, Chet Holmgren. Si défensivement c'est vraiment ton protecteur de cercle ou si c'est vraiment ta tour de contrôle, en fait, au poste 4, tu peux mettre des petits ailiers, un peu comme ce qu'avait fait Utah avec Rudy Gobert. C'est que bon, les ailiers du Jazz défendaient pas, donc ça n'aidait pas, mais Rudy Gobert était tellement une tour de contrôle à l'intérieur qu'il pouvait mettre Bojan Bogdanovic au poste 4, qu'il pouvait mettre Royce O'Neal au poste 4, qu'il pouvait mettre des petits ailiers et qu'ils n'étaient pas obligés d'avoir typiquement ce qu'a Denver avec Aaron Gordon, où tu es obligé de mettre un 4 vraiment costaud parce que Jokic ne protège pas le cercle. Donc oui, Chet Holmgren, s'il est vraiment à son plein potentiel, tu as un joueur absolument exceptionnel. Attaque, défense, complémentarité avec Shai Gilgeous-Alexander, ball handling. Donc voilà, pour moi, c'est un intouchable. Déjà parce que, raisonnement un peu débile, mais déjà parce que c'est un pick 2 et que s'il a été drafté en 2, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le joueur intouchable parce que s'il réalise son plein potentiel, il va être à un niveau exceptionnel et ça va être un joueur vraiment... très très fort et très très important dans ce genre d'équipe de par ce qu'il peut apporter en attaque mais surtout en défense. C'est ce que j'ai dit, déjà le choix au moment où tu le fais et à la place où tu le fais, il a une importance. Pick 2, tu sais que tout le monde était très 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 chaud sur lui, qu'il l'aurait pris en 1, enfin voilà, c'est le joueur que tu voulais, c'est un joueur archi atypique, unique je pense. On l'a pas encore vu évoluer, mais ça va être un joueur... il y en a un dans 3 jours. Oui, oui, c'est ça. Et j'allais te dire d'ailleurs, c'est un peu pour défendre sur Victor, il va devoir être là. Il faut le Victor stopper. Voilà, c'est ça. Non, mais... La NBA des années 2020, ce sera qui pour stopper Victor? Et en fait, le Thunder va peut-être avoir ce joueur-là. Et après, comme tu l'as dit, dans le fit avec tous les autres joueurs, et même globalement, en vrai, Chet, c'est compliqué de pas le faire fitter défensivement et offensivement, parce que tu as un joueur archi polyvalent, très intelligent, etc. Mais c'est idéal, et tu pourras certes proposer d'autres choses, enfin au poste de 4 tu pourras jouer petit, mais tu pourras aussi proposer des joueurs un peu plus près du cercle, plutôt gros, etc. Enfin tu peux le mettre avec plein de profils, peut-être qu'au début il aura besoin d'aide physiquement, mais petit à petit il va forcément s'adapter à ça. Et on nous dit si Chet à ce niveau défensif, Dort il sert à quoi? Mais c'est pas du tout le même rôle en fait, défensivement. Regardez Memphis, il y avait bien Jaren Jackson Jr. qui était la tour de contrôle à l'intérieur, ça n'empêchait pas Dillon Brooks, même si là les circonstances sont voilà, mais ça n'empêchait pas Dillon Brooks d'être un bon défenseur sur les extérieurs. Les deux peuvent coexister. Ouais, t'as besoin de ton point of attack qui défend fort sur les porteurs de balles adverses, potentiellement sur les guards, voire les petits ailiers, qui empêchent toutes les actions de se créer facilement. Chet sera plus dans la protection ultime de on s'arrive au cercle, qu'est-ce qu'on fait? Dort, c'est bien en amont de ça, et on sait que ça peut être archi utile. On l'a vu dans des matchs clutch, etc. C'est pas du tout le même rôle, et les deux, pour le coup, seraient très complémentaires en plus d'ailleurs. Dort serait peut-être encore meilleur, il pourrait se permettre encore plus d'agressivité si t'avais un gars comme Chet derrière pour assurer les arrières.
Ah bah c'est sûr que quand t'as Chet Holmgren qui protège tes arrières ou qui protège le panier plutôt que Jalen Ouais. Williams, bon, c'est pas pour faire offense à Jay Will, pardon, que j'aime beaucoup, mais t'es un peu plus serein, Ouais, effectivement. voilà. Donc voilà pour les intouchables de mon côté. Donc toi, j'imagine, dans la catégorie d'en dessous, qui sont les keepers long terme, tu as Josh Giddey et J-Dub, qu'on vient de discuter. Non, non, j'en ai deux. Mais c'est pas Josh Giddey, enfin Josh Giddey est dedans, mais J-Dub est pas dedans. Ah, tu l'as vraiment bas, J-Dub, hein. Parce que je m'imagine tous les scénarios, enfin, Ah, il mais y a ça veut pas un dire que tu scénario vois où un je le vois trade, pas ça veut échanger. dire que tu vois un trade dans 2 ans, quoi, même pas, un an. Non, 2 ans. Ok. Keeper moyen terme, c'est 1-2 ans, hein, très honnêtement. Ah, c'est Keeper plus que long terme, 2 ans, c'est deux on trois avait ans. dit c'était 3 ans, keeper long terme, Ouais, bah. dans notre raisonnement des derniers trucs. Ok, Donc, donc tu en as deux, tu as Josh Giddey et qui d'autre? j'ai Kenrich Williams. Ok. Moi, du coup, j'ai Kenrich Williams aussi, Josh Giddey était au-dessus, J-Dub était au-dessus, mais j'ai Lou Dort. Lou Dort. Sachant que l'an dernier, alors là vous allez rire, j'avais Lou Dort, Kenrich et Treman. Ouais, forcément. Ah, attends, rigole pas Ouais, trop, mais parce que moi, toi, je sais je sais déjà qui tu vas me dire. toi, t'avais Lou Dort et Darius Ouais, Bazley mais dans les voilà. keepers long terme. Non, Donc mais. là, pour le coup, voilà, regardez juste le chemin qui a été fait entre ce qu'on disait l'an dernier et ce qu'on va dire cette année. C'est que là, moi, je mets un mec qui est deuxième du Rookie of the Year dans les keepers moyen terme. L'an dernier, on mettait Darius Bazley en keeper long terme. Ouais. Et Treman. Donc, bon. Non, bah, je sais pas par lequel tu veux débuter. Josh Giddey, on a déjà dit pas Non, mal de par trucs. Kenrich, qu'on a tous les deux pour le coup. Moi, Kenrich, moi, je l'ai mis là, bon, de par, on le dit tout le temps, rôle, profil, vétéran, ce qu'il apporte, etc. Mais aussi, un truc à pas sous-estimer, c'est son contrat, qui est l'un des plus longs d'OKC, là, pour l'instant, dans le roster, puisqu'il a encore 4 ans, je crois, ouais, à, son extension va arriver cet à été. un prix vraiment abordable, donc il te pose pas du tout de problème, lui, dans le salary cap, au contraire, t'as tout intérêt à le garder. Dans un trade, alors c'est une pièce que les autres équipes pourraient vouloir, mais je pense pas que. En fait, vu le prix qu'a l'air de fixer Sam Presti pour avoir Kenrich, tu vas pas le chercher que lui. Ça serait vraiment pour aller chercher autre chose qui serait inclus dedans, déjà. Parce que, apparemment, il faut envoyer au moins un premier tour pour l'avoir. Vu le temps de jeu qu'il a actuellement, le fait qu'il se montre pas forcément, qu'il a été blessé et tout, on en est loin que des équipes envoient, je pense, un first pour lui. Euh, pour moi, je pense que sinon, on l'aurait déjà tradé en fait. Euh, Ouais, je sais pas. Bah, franchement, c'est un joueur qui joue quand même peu, qui est moins de 20 minutes ou une vingtaine de minutes, qui est quand même souvent blessé. Tu vois, je me dis, je sais pas un joueur pour qui j'envoie un first, à part si je suis vraiment fan du gars, ce qui est complètement possible, hein, mais Moi, je pense que les équipes ont déjà essayé d'envoyer un first pour Kenrich et Sam Presti a dit toi, non. tu penses C'est le- carrément? Bah, de toute façon, regarde la trade deadline 2021, il y avait déjà des rumeurs sur Kenrich et je sais plus si c'était Shams ou un insider qui avait dit non, ça bouge pas. Je pense que vraiment, enfin, Ouais, quand on parce que regarde c'était tous des les. seconds, je pense. Ah non, c'était. Je pense que c'est l'an dernier, tu pouvais déjà récupérer un first pour Kenrich Williams. Tous les vétérans sont partis. Tous les vétérans, Kenrich vétéran entre guillemets parce qu'il a 27 ans, mais en tout cas tous les joueurs que tu n'as pas drafté ou que tu n'as pas récupéré via trade jeunes sont partis ces 2 dernières années. Il n'y a que Kenrich qui reste. Pour moi, c'est pas une question de t'as pas eu les assets demandés par l'équipe, c'est juste que tu veux le garder parce que c'est un joueur dont tu savais dès 2021 que c'était un joueur que tu voulais avoir pour tes futures années de compétitivité. Moi, je pense que c'est les deux. Alors, j'enlève pas de mérite à Kenrich, à ce qu'il a produit, à ce qu'il apporte à la franchise, mais je pense que à un moment, tu as eu les deux, c'est sûr. Et voilà, au final, de par son contrat, de par son profil, etc. On le dit tout le temps, il faut l'avoir quand on sera compétitif. Ben voilà, à un moment donné, il faut le mettre dans On l'est cette, déjà là. voilà, faut le mettre dans cette catégorie-là, et on l'est déjà, donc non. Et après, tu vois, dans un gros trade, il pourrait être une pièce en plus, mais c'est pas un salaire archi important s'il faut équilibrer quelque chose. Tu vois, c'est pas le joueur que tu vas chercher en priorité parce que c'est pas un jeune. Donc je le vois, ouais, je le vois quand même plutôt rester. Oui, oui, mais moi j'ai envie qu'il Oui, reste, aussi hein, d'ailleurs, oui. qu'il peut à long terme, sachant que son contrat, on est sur du 27 millions sur 4 ans pour un joueur qui va avoir 28 ans là cette année. Dites-vous que le contrat de chez Gilgeous Alexander, le contrat de Lou Dort et le contrat de Kenrich Williams, ça prend que 40% du salary cap. Vraiment 40%, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment pas beaucoup pour trois joueurs qui sont deux titulaires plus un qui peut être extrêmement valuable.
Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un avantage du Thunder, et bravo à Sam Presti pour les bons contrats. Après, Kenrich, oui, il y a son contrat, il y a son côté valuable, et je trouve que c'est vraiment un joueur, enfin on l'a vu à partir du moment où il s'est blessé, qui a vraiment un impact sur le jeu du Thunder, et qui peut proposer des variations dans le jeu, parce que tu peux le mettre au poste 5, petit, tu peux le mettre au poste 4. Typiquement, lui, tu le mets au poste 4 à défendre un peu sur les ailiers à côté de Chettle-Graham. Je suis très curieux de voir ce que ça donne, surtout avec la capacité des deux à savoir créer pour les autres, ça peut être vraiment très intéressant. Donc oui, Kenrich, on l'a toujours dit qu'il ferait partie de l'équipe du Thunder dès que ce sera un peu plus compétitif. Je maintiens que Kenrich, j'ai envie que ce soit une espèce de garantie que tu as en sortie de banc, comme peuvent avoir une équipe comme Denver, par exemple, actuellement avec Bruce Brown, où c'est pas Mm. forcément celui qui joue le plus, il n'est pas titulaire, mais par contre, en sortie de banc, tu sais qu'il va produire et que tu sais qu'il va rarement apporter quelque chose de Qui négatif. peut potentiellement finir des matchs si t'as des fautes, des blessures, des joueurs qui passent à côté. Ouais. Non, là-dessus, on est d'accord. Je vais parler de Lou Dort, parce que tu ne l'as pas et je pense que tu l'as forcément plus bas, mais je ne sais pas dans quelle mesure tu l'as vraiment bas. Ah, quand même pas. Je l'ai quand même mis là, mais parce que je suis moins sévère que toi, effectivement, je pense sur cet aspect trade, genre, je le vois de moins en moins arriver prochainement. Je l'ai quand même mis là parce que on sous-estime, ben nous moins, mais on en parle beaucoup, mais son importance dans le roster, voilà, encore une fois, défensivement, on en a reparlé tout à l'heure, faut pas sous-estimer son importance, faut pas sous-estimer son importance aussi, je l'ai dit la dernière fois, je pense, dans le groupe, dans l'aspect mental, dans l'aspect combativité et tout ça. Encore une fois, même argument que Kenrich aussi, contre Archilon, et pas si mauvais que ça, même plutôt bon. Euh, Ça reste un jeune joueur, tu sais pas jusqu'où il va progresser, bon, même si tu commences de voir quel joueur ça va être. Voilà, j'ai des certitudes en fait sur Dort défensivement maintenant, vu le nombre de saisons qu'il a produit à ce niveau-là à peu près, tu sais ce qu'il va t'apporter, c'est offensivement, on va pas revenir encore une fois là-dessus, qu'il y a plus de doutes, mais je me vois le mal le mettre en dessous. Par contre, effectivement, dans le cas d'un trade ou dans le cas t'as besoin de mouvement d'un effectif, clairement pour moi ça peut être une des pièces qui peut bouger assez rapidement, ou même, tu vois, on pourra se poser la question après l'intersaison, mais comment tu gères le fait de drafter un autre joueur assez haut, le retour de Chet, s'il faut mettre un joueur sur le banc, est-ce que c'est pas lui qui va y finir et comment ça se passera. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc c'est oui, je pouvais pas le mettre au-dessus, c'est certain pour tous ces arguments, mais je peux pas le mettre en dessous de par son importance dans le roster en fait. Déjà, la théorie de Lou Dort sortie de banc, c'est déjà un truc qu'on avait utilisé l'an dernier, je pense, Hmm. hein. On a tous envie de mettre Lou Dort sur le Moi j'ai banc, pas quoi. envie, je pense. Hein. Non, bon, en tout cas, il y a toujours Ah cette non, théorie de mettre moi Lou Dort j'ai sur le clairement banc. pas envie, je pense que ça marcherait pas. Moi j'ai vraiment pas envie que ça arrive, mais je me dis, quand vu qu'il y a à côté, en fait c'est forcément lui, parce que c'est quand même le joueur le moins bon des autres pour l'instant, bon à part Gene Williams, mais quand il y aura Chet, J-Dub, Didi et Shea, c'est quand même un moins bon joueur normalement Lou Dort que ceux-là, mais j'ai pas envie de le faire en sortie de banc, parce que Lou Dort sortie de banc, tu perds l'avantage que tu as de défendre sur les guards, les ailiers, etc., dès le début du match, etc. Et en plus, tu lui donnes des responsabilités offensives potentiellement, ce que je ne veux pas forcément. Oui, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Pour ça que quand on avait discuté il y a longtemps au moment des blessures, j'avais dit que j'étais plutôt partant pour garder J-Dub en sixième heure, Ouais. enfin sur le banc, avant qu'il passe titulaire, parce qu'il était vraiment trop fort. Non, moi, Lou Dort, je suis un peu plus... moi, je l'ai mis dans les keepers moyen terme, parce que déjà, bon, bah, il y a la situation de trade. Le contrat, bon, il est bien. Bon, il touche 15 millions cette année, il touchera 17 sur les 3 prochaines années. Contrat de 4 ans quand même, donc voilà. C'est un contrat qui, même s'il est valuable, est quand même pas facile à bouger, Mm. puisque 4 années, les équipes préfèrent peut-être un peu plus de flexibilité sur les années. Et puis, pardon. Et il y a un deuxième point qui fait que je suis un peu plus dubitatif, c'est quand tu vas vraiment être compétitif, quid de l'impact de Lou Dort offensivement. C'est que je pense que Lou Dort peut te poser des... S'il ne progresse pas, ou en tout cas si il ne se calme pas sur les drives loupés, bon, on l'a vu lors du Bah, c'est play-in, mais ça. après, le play-in n'est pas forcément... Enfin, il va pas jouer tout le temps comme il a joué lors du match de play-in. Tu peux avoir des séries où Lou Dort, il peut être laissé grand ouvert à 3 points, ou s'il continue d'être toujours imprécis sur ses drives, je me dis qu'il peut poser une problématique. Et comme j'accorde beaucoup d'importance à la notion de two-way, surtout en playoff, je me dis que
déjà, bon, sa qualité défensive fait que s'il y a un trade pour encore une fois un All-Star ou un All-NBA, les équipes vont peut-être pas forcément le demander pour le garder, mais peut-être le demander pour pouvoir l'envoyer ailleurs et récupérer potentiellement des pics. Donc voilà, il y a cet aspect trade, et il y a l'autre aspect où je me dis j'ai un peu plus d'incertitude parce que Lou Dort, on dit oui, il va progresser, mais finalement, offensivement, il n'a pas tant progressé que ça sur les 3 dernières années, sachant qu'il a eu beaucoup la balle en main, donc en plus, tu as un échantillon assez élevé. Donc il y a le côté trade et le côté incertitude sur la capacité vraiment à être positif en attaque dans des matchs de playoff très importants. Moi, je pense que Dort, là, en playoff, on joue, il n'est pas laissé tout seul ouvert à 3 points. Hein. Autant je pense qu'il le laisse driver, autant il le laisse pas ouvert à 3 points, je pense. Hein. Dès maintenant, je pense. Ça Ça dépend dépend de. des adversaires et des Et équipes. ça dépend peut-être des premiers matchs de la série. Tu vas me dire s'il fait 1 sur 10 au premier match, tu le laisses tirer, je suis d'accord avec toi. Mais de base, je pense qu'il n'est pas forcément laissé complètement ouvert, comme peut l'être d'autres joueurs qu'on a vus en saison ou en Bon, au playoff. Hein. Coro, par Oui, exemple. voilà. Après, je suis d'accord avec toi qu'il doit lisser son jeu pour diminuer la négativité qu'il peut amener des fois en attaque, au profit défensif et au profit de la défense et au profit d'un peu plus d'efficacité. Ça, je suis d'accord. Voilà, après, sur les trades, je suis assez d'accord avec toi aussi. C'est pas le joueur que tu vas chercher, mais c'est un joueur que tu récupéreras un peu dans un package, que peut-être que tu renferas quelque chose ensuite, comme de nombreux joueurs qu'on pu avoir Brooklyn pour KD, tu vois, des trucs comme ça, plutôt des joueurs de ce profil-là, et t'as des équipes qui par contre auront besoin d'un point of attack, auront besoin d'un peu de joueurs de complément et qui iront le chercher avec un peu de monnaie d'échange. Ouais. Oui, bah, deux choses là que je vois dans le chat. Dort peut être dans un package pour un OG Anunoby, je réfléchis même pas. Quand tu vas voir les demandes salariales de Giannunobi et les demandes des Raptors, Alors ça va être tu n'importe réfléchis, quoi. tu réfléchis à deux fois, hein, puisque les Raptors, Faudra envoyer un de nos intouchables, entre guillemets, faudra envoyer plein de trucs non, là. faudra envoyer Ouais. 4 first round pour OG Anunoby, là ça commence à faire beaucoup. On nous dit dans le chat, Dort avait dit en fin de Hmm. saison qu'il allait travailler sur sa On, on- sélection au on l'a shoot. dit la semaine Ça, dernière, ouais. Ça, j'attends de voir, hein, parce qu'effectivement, Lou Dort, en conf de presse, effectivement, il va pas se ramener et dire oui, je vais encore être à 50% sur les drives la saison prochaine. C'est mon objectif. Effectivement, il va dire qu'il va essayer de faire mieux, mais j'attends quand même de voir parce que Lou Dort, ça fait Hmm. 3 années que sélection de tir aléatoire. Mais après, ça reste quand même un joueur important. Il faut pas non plus dire que Lou Dort est une pièce que tu peux bouger sans qu'il y ait perte au niveau de la qualité du ressort du Thunder. Mais effectivement, c'est peut-être. Surtout si, en fait, c'est surtout si J-Dub franchit un lead défensivement, ce qui n'est pas encore le cas. Hmm. Si J-Dub devient vraiment un très fort joueur défensivement, là, Lou Dort sera peut-être un peu moins important et sera peut-être un peu moins valuable dans Parce l'effectif. que pour l'instant, il n'y a, Mais pour il l'instant, y- c'est il y pas a le pas cas. de pièce hein, pour remplacer Lou Dort dans ce qu'il fait. Il y a personne. Hein. Donc, Mm. et même par rapport, tu vois, on comparait à Dylan Brooks autrefois, Dort a de la valeur. Contrairement à Dylan Brooks qui apparemment n'en avait pas du tout, Dort a de la valeur concrètement. Tu n'échanges pas en négativement, voilà, tu récupères des choses. Il est moins bête que Dylan Brooks, Ça aide déjà. déjà beaucoup. Et il est un peu plus capable de se cadrer, Hum, hum, effectivement. hum, Alors hum. que Dylan Brooks, bon, encore une fois, c'est un truc que je dis souvent, mais Dylan Brooks, c'est un joueur qui connaît pas son rôle en NBA, hein. Alors Largement. que, alors qu'il y a des moments où tu te dis, lui, dans quel monde tu peux pas, enfin, il joue pas, ou voilà, parce que des fois, il est en réussite, il défend fort, enfin voilà. Bon, Dylan Brooks. Dylan Brooks. On a un point Dylan Brooks maintenant à tous les épisodes, c'est incroyable, dès qu'on parle. Non, mais, vous allez voir quand il va signer au Heat Ah, ou aux Warriors. De toute façon, il va signer au minimum vet dans une oui, franchise, hein. Pensez pas qu'il va partir en Chine, hein. Il va mais signer bien quelque part, sûr. hein. Et, dans une équipe. Bah, après, quand je vois Sam Presti dire qu'il a besoin de Nasty, je me dis bon, Non, non, non. peut-être que. Non, mais pour déconner. Mais bon, voilà, le point Dylan Brooks. Soyez pas surpris s'il signe chez un Non, mais c'est sûr contender qu'il cet sera en été. NBA, il sera pas en Chine. Donc passons maintenant aux keepers moyen terme, donc ceux qu'on voit là 2 ans, mais pas très longtemps, qu'on voit vite dans les trades ou vite coupés d'ailleurs, peut-être pour certains, hein, on sait pas. Donc qui tu as du coup T'as beaucoup de joueurs là-dedans toi, non? Non, j'en ai 3. Oula, mais t'as vraiment mis tout le monde vraiment très bas toi. Non, j'ai 3 dans l'équipe en Donc moyen terme. j'imagine J'ai Son J-Dub, à Dort et Paris. Joe, j'imagine? Non, j'ai J-Dub, Dort et Wiggins dans l'équipeur moyen terme, sachant que l'an dernier, j'avais mis Paisley et Poku. Ouais, moi beaucoup. Euh, et cette année, enfin l'an dernier, tu avais mis Kenrich, Streman et JRE dans l'équipeur Putain. moyen terme. Encore une fois, hein, rendez-vous compte, hein, on se rend pas forcément Ouais. compte de la progression du Thunder comme ça, mais voilà, maintenant quand on voit les joueurs, on se dit
Ah, il y a vraiment un step qui a été franchi. Voilà pour J-Dub et pour Ludor, pas grand chose à ajouter, on en Mm. a déjà bien parlé. Pourquoi je garde Aaron Wiggins? Voilà, Lucas est très content dans le chat. Pourquoi je garde Aaron Wiggins? Parce que je me dis que le profil, en fait, sa valeur pour le transférer est quand même pas très élevée. Et c'est un joueur que j'ai envie d'avoir dans mon effectif. Pas forcément que j'ai envie de faire jouer ou qui va pas forcément avoir des grosses minutes, mais j'aime bien l'avoir en tant que remplaçant du remplaçant, en fait. Mm. Je trouve que Aaron Wiggins c'est intéressant dans ce cas-là. Là où et il y a eu quand même, bon, on sait que l'an dernier, c'est-à-dire 2021-2022, voilà, on avait des réticences sur Aaron Wiggins, mais il n'avait pas montré non plus des choses nulles. Donc, et cette année, il a montré de bien meilleures choses. Donc, je me dis, tu as quand même un échantillon de 2 ans où c'est correct, voire bon. Là où, par exemple, pour un Joe Jennings, j'attends de voir un peu plus sur la durée. Donc, je le mets en keeper moyen terme parce que, voilà, il coûte absolument rien. Et tu peux le mettre effectivement en joker et il peut te faire gagner des matchs, un ou deux matchs en tant que joker où c'était pas prévu qu'il joue et finalement il va te mettre une bonne prestation en attaque et une bonne prestation en défense. Non, bah d'accord avec toi, mais dans le rôle qu'il a eu cette année en fait, où Hmm. t'as besoin de quelque chose, tu le fais rentrer. Aussi, lui aussi, point de vue contrat, bah, c'est tout bénef, hein. Il coûte même pas 2 millions la saison. C'est des team options, t'as pas d'argent garanti, je crois, tout le temps. En fait, jusqu'à 2025, moi je vois pas pourquoi il ne serait pas là, vu le prix qu'il coûte, le rôle qu'il peut avoir, vu qu'il semble quand même accepter le fait de jouer assez peu, de jouer pas forcément tout le temps. Bon, je pense que ça dure un temps, mais voilà. Et puis après, comme tu as dit, dans le profil, vachement important, c'est un joueur que ben, quand t'as des blessés, tu as une sécurité à le faire jouer, mine de rien, offensivement et défensivement. Alors après, on ne le met pas plus haut parce qu'on ne lui juge pas avoir le plafond peut-être que d'autres peuvent avoir. Et c'est pour ça peut-être d'ailleurs qu'il joue pas tant que ça, hein, c'est un peu la seule explication. Mais oui, concrètement, il est là. Et moi, je l'avais aussi dans cette catégorie-là de toute façon. Oui, donc voilà. Mais après, c'est les trois seuls que j'ai, hein, donc Moi, j'en avais peut-être que deux tu en as autres. d'autres, hein. J'en avais deux Ouais, autres. J'ai Isaiah Joe et j'ai ouais, Jalen Williams. ouais. Donc je les ai un Euh, peu en dessous. j'ai Isaiah Joe, pourquoi parce qu'il a fait une super saison. Parce qu'il est un rôle archi important pour le Thunder là, dans le spacing, dans ce spécialiste shooter que tu n'as pas à côté. Il y a quand même un gap maintenant, surtout qu'à Muscala, immense entre le niveau de Joe à 3 points et le reste de l'équipe, un petit peu quand même, je trouve. Euh, Entre le meilleur shooter et le Ouais, deuxième meilleur ouais, shooter, ouais, il y a un t'as gap, un hein. gap immense et il est encore plus important pour ça. On l'a vu, même si avec ses limites défensives, etc., qui pouvait jouer là en play-in, qu'il était important, il a fait gagner pas mal de matchs. Maintenant, je pouvais difficilement le mettre plus haut parce qu'il y a cette incertitude quand même physique en défense et parce qu'il faut qu'il confirme en fait sa saison parce que il a été incandescent pendant très longtemps. Fin de saison, il a commencé de moins mettre dedans. Donc l'année prochaine, si tu retombes à un Isaiah Joe qui met 35%, c'est déjà plus du tout le même joueur, il a plus du tout le même impact en fait. Alors là, je suis peut-être dur à 35%, mais c'est possible en soi, donc c'est pour ça que je le garde sur 1 ou 2 ans. Et par contre, est-ce qu'il sera vraiment dans le futur? Je suis pas si sûr que ça. Tu auras des joueurs peut-être plus complets à mettre sur le terrain, voilà. Mais lui, c'est un joueur, même en fond de roster ou si tu as besoin de tir, qui peut être intéressant. Après, est-ce que les profils shooters sans défense jouent beaucoup en playoff? Je suis Si, pas. il y a Duncan Oui, c'est Robinson à lui que je pensais, il a joué un petit peu, mais ouais. chez les zombies du hit, Ouais. dédicace à Alan qui ne parle du hit que en disant que c'est des zombies. Mais Duncan Robinson, c'est un bel exemple de zombie, effectivement, qui était nulle part et qui d'un coup se retrouve dans la rotation. Mais oui, ouais. Moi je l'ai mis en attente. Je suis peut-être un peu, là pour le coup, je suis peut-être un peu plus sévère que toi au niveau des classements parce que j'attends de voir, en fait, il me faut une confirmation sur une deuxième saison. Tu peux Bien pas sûr. être un joueur voilà, qui a fait une saison exceptionnelle comme a fait Isaiah Joe. Voilà, je lui avais mis 7 sur 20 sur sa saison, rien à dire de négatif, mais il y a la théorie Troy Daniels, c'est que si tu es un shooter, en fait, il y a toute une différence entre être un shooter à 37% et être un shooter à 42%. Mm, mm. C'est-à-dire que si Isaiah Joe est à 42% à 3 points, oui, tu es obligé de le faire jouer. Si Isaiah Joe est à ne serait-ce que 37%, ce qui est au-dessus de la moyenne NBA à 3 points, bah, ça devient tout de suite plus compliqué, pardon, parce que défensivement, du coup, il va être plus pénalisant. Qu'en attaque, il ne va pas forcément apporter autant. Donc voilà, c'est la théorie Troy Daniels. Et un autre point que je voulais souligner qui me fait le mettre en attente slash pari, c'est à partir du moment où les défenses ont su le scouter, Ouais.
c'était quand même différent. Et du coup, ça me pose des questions ou des problématiques sur son plafond. Je me dis, quand il n'était pas scouté, bah, il mettait dedans parce que les équipes le laissaient ouvert. Dès que tu ne lui donnes pas ses shoots préférentiels, il s'est retrouvé, alors il n'était pas complètement nul non plus, mais il se retrouvait à faire des choses où visiblement, pour l'instant en tout cas, il n'est pas capable de faire, jouer avec la balle en main, être un peu plus dans le jeu près du panier, ou en tout cas à mi-distance, s'éloigner un petit peu de la ligne à 3 points. Donc c'est cette problématique où je me dis, l'an prochain, c'est sûr qu'il sera scouté, comme à peu près toute l'équipe du Thunder, hein, globalement, hein, sera scouté par rapport à cette année. Ce sera plus dur l'année prochaine pour beaucoup de joueurs, Bien je sûr, pense. Ouais. bien sûr, puisque les scootings seront au point sur eux. Donc voilà, il y a cette incertitude, plus le fait qu'il n'a joué qu'une saison, qui me le fait mettre un peu plus bas, par exemple. Ouais, moi tu vois, j'ai pris le côté optimiste, j'ai dit il a fait une grosse saison, pour l'instant je le mets sur plusieurs années, mais j'ai besoin de cette confirmation. Mais je suis complètement d'accord avec toi que c'est pas du tout la même chose pour lui s'il commence de moins mettre dedans, et que, en fait, vu comment on l'utilise, s'il est scouté, il est vite stoppable en fait. Le jour où on jouera, je suis pas sûr que ça arrive un jour, avec des staggers, avec plein d'écrans pour lui non porteur, etc. Et s'il est capable de le faire d'ailleurs, parce qu'on l'a pas vu énormément faire, et ben ça sera complètement différent parce que déjà tu auras plus d'opportunités de tir pour lui, tu peux l'utiliser de plein de façons et tout. Là, à part en pick and pop avec Shea et en above the break et pas grand chose d'autre en fait, parce que balle en main, comme tu l'as dit, on avait vite peur, t'avais deux trois cuts, voilà. Donc ouais, s'il ajoute un peu d'armes, peut-être que même avec des pourcentages un peu moindres, il sera plus utilisable, c'est ça que je voulais dire. Ouais. On a qui déjà à 35% à 3 points, mais on a plein de gens, hein. Oui, Faut regarder, j'ai pas oui, la oui. liste sous les yeux, mais Kenrich est à plus de 35, Aaron Wiggins aussi, mais Isaiah Joe, il a quand même le volume du gros Mm, shooter, mm, mm. quoi. Alors que les autres, c'est plus. Voilà, je pense qu'il y a, il y a Jeline, bien sûr, Jeline, Dont on va parler, euh, j'allais le dire. qui peut faire la transition, effectivement, qui lui est à 3 tentatives et qui est à plus de 40% à 3 Ouais. points. Moi j'ai mis Jeline dans cette catégorie-là. Ben, un peu comme Joe pour sa première saison, il a été vraiment bon une fois qu'il a pris le rythme NBA. Très intéressant, il a développé un tir qu'on ne soupçonnait pas. Bon, les limites sont là, on le répète encore une fois, protection de cercle, mobilité, impact physique même globalement. Mais en fait, je le vois rester dans l'effectif de par son envie et ce qu'il peut apporter, même sur 10 minutes, tu vois, en tant que backup pivot, voire backup du backup. Je pense qu'il peut rester là un petit moment. En plus, contrat profitable parce que drafté second tour, t'en fais un peu ce que tu veux de ces gens-là, c'est un peu abusé en vrai. T'as Ah des là, c'est options, la NBA, hein. t'as des options dans tous les sens, t'as l'argent qui est pas forcément garanti, t'as voilà. Donc je le vois rester un peu en fait, un peu comme JRE l'année dernière en fait. Donc c'est peut-être pas bon signe que je dise ça, Ouais, c'est mais coup dur, ça. ouais en fait là pour l'instant il a prouvé pour moi qu'il méritait d'avoir une petite place dans la rotation l'année prochaine. Et je le vois mal ne pas performer sur certains trucs ou être passé complètement à côté parce qu'il fera toujours cette charge, même en 10 minutes de temps de jeu, il pourra en faire deux. Je le vois mal, bon, shooter à 40%, peut-être pas, mais plus mettre aucun tir, ça me paraît très bizarre. Enfin, voilà, il y aura toujours un peu d'apport pour moi de Jay Will, mais tu as des limites qui sont trop grandes pour en faire un joueur sur lequel tu te bases. Et c'est un joueur qui potentiellement dans le futur pourrait être coupé ou inclus dans un petit trade, et voilà quoi. Ouais, bah moi je l'ai mis en attente Paris parce que bah voilà, il nous faut une année de confirmation, effectivement. Toi, tu bois le verre à Ouais, moitié plein. Moi, si vous connaissez un petit peu les podcasts, je le bois souvent à moitié vide. Donc, voilà. Mais non, mais pour J-Will, en fait, je me dis, là, encore une fois, il y a une question de scouting. Je me dis, cette année, toutes les équipes le laissaient ouvert à 3 points. Même quand il mettait dedans, en fait, elles le laissaient ouvert quasiment à 3 points à chaque fois. Là, il va être scouté. Et défensivement, je me dis que sa capacité, enfin, le fait qu'il drop absolument tout le temps, peut être vraiment visé par pas mal d'équipes. Donc, je me dis, et surtout, je vois en fait le fait que tu peux avoir un pivot backup qui peut prendre sa place, ah oui, ça oui, qui par peut contre. apporter, qui peut apporter peut-être d'autres choses. Tu vois, Isaiah Joe, il a le même contrat quasiment que Jalen, donc là aussi c'est positif. Mais Isaiah Joe, s'il continue de rester dans le registre d'Isaiah Joe, de la première moitié de saison où il mettait tout dedans, c'est difficile de le remplacer, très honnêtement. Alors que Jalen, bah, tu peux le remplacer avec un joueur qui fera peut-être d'autres choses, mais qui sera peut-être plus valuable. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en attente, parce que je me dis, défensivement, les limites, elles sont quand même affichées. En attaque, bah, c'est un peu la problématique Giro, c'est que s'il met dedans à 3 points, bah, c'est un joueur que tu peux mettre sur le parquet. Par contre, s'il tombe à 34-35% à 3 points,
bah, c'est tout de suite en attaque beaucoup moins valuable. Donc Après, il il y a faut une d'autres deuxième choses, il y année. a d'autres choses offensivement. Je pense qu'on peut utiliser un peu plus en passeur que ce qu'on a vu cette année. Où au final on l'a peu vu faire des matchs. Tu vois, Angélique il a fait un triple-double, tu vois, bon, c'est pas le même niveau, mais tu sais, parce que tu lui donnes un peu plus la balle. Et tu vois, même quand je trouve, tu parlais du scouting à 3 points, alors c'est sûr qu'il aura peut-être moins de tirs, mais il a été capable, même sur le play-in, là, de petites feintes, je drive, je l'ai pas trouvé inintéressant là-dessus. Alors c'est pas le joueur le plus athlétique du monde, mais tu sens qu'il y a quand même du contrôle, il y a quand même, il est presque plus à l'aise dans ces situations-là que sur pick and roll ou sous le cercle, il reçoit la balle pour finir, quoi. Ah, mais dans ce cas-là, enfin, s'il met pas dedans à 3 points, tu vas avoir besoin de spacing à côté de lui. Si tu veux lui permettre de driver, Ah, mais en fait, s'il met pas dedans. Moi, je te disais s'il est scouté et que les mecs sortent, c'est différent. ouais, bah après, est-ce que tu peux. Non, bah, c'est difficile d'avoir ce type de pivot, mais est-ce que tu peux pas avoir un autre pivot un peu meilleur qui est capable de faire ça? Il n'y en a pas non plus 150, hein, parce que le profil est atypique, mais je me dis qu'il sera quand même moins valuable avec une efficacité plus Je pense basse. que si on prend un backup d'un style différent, faut prendre un pur rim runner très physique, tu vois. Ce Ah qui manque oui, clairement à cette équipe-là, hein. ah oui, oui, un peu de Ouais. verticalité, mais ça je le dis tout le temps, Mhm. effectivement. Mais ouais, après, c'est quand même un profil très atypique, hein. Bah, il y en a plein au Thunder, des Oui, mais, profils très mais atypiques. on est une équipe, ouais, un peu C'est ça qui rend le qui truc sort des intéressant. standards. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, dans la catégorie d'en dessous, qui est les paris, on sait pas trop, tu as combien? 4 joueurs? Plus de joueurs que ça? 3, 3. Donc Joe et J. Will, si j'ai bien compris. Ouais, j'ai Ousmane Dieng. Il y a un nom, ça va me faire mal où tu l'as mis. Je sais. Faut pas chercher. Sachant que l'an dernier, j'avais Waters, Wiggins, JRE et Ty Jerome. Et toi, tu avais Waters, Wiggins et Malédon. Sachant qu'on avait toujours Ty Jerome et Théo Malédon en attente Ouais. Paris. On voit où ils sont. On a eu des réponses. On Euh, a eu des réponses pour pas mal de. On a eu des réponses assez rapidement Ouais. concernant les deux. Vous voulez Eton? Non. On peut pas de softie. Mais voilà, pour ce qui est de Ousmane Dieng, bah, c'est très simple. C'est que le gars n'est pas prêt pour la NBA. C'est un peu le même raisonnement, je crois, que j'avais utilisé quand j'avais gardé beaucoup en attente l'an dernier. Bah, quand le gars est pas prêt, il faut continuer à le garder. Et puis, même si tu l'insères dans la catégorie Paris, bon, bah voilà, ça va être un pari. J'ai pas envie de le mettre en one shot parce que je sais pas, ça me dérangerait pas qu'il parte cet été, mais bon, ce serait quand même un peu le pénaliser. Il n'a pas été suffisamment nul pour que je dise non, je veux plus le voir, je veux plus le voir dès l'été prochain. Donc voilà, je le mets en pari parce qu'il est jeune, parce qu'il est à 2 ans d'être prêt, ou il est à 1 an d'être prêt. Donc je le garde parce qu'il y a quand même du potentiel que tu peux développer. C'est un mec que tu as drafté en 11e position pour qui tu as lâché 3 firsts, même si c'était des firsts protégés de partout. Donc voilà, je le garde parce que même s'il n'est pas bon, il n'y a pas de raison de renoncer au Ah non. projet, hormis si vraiment si tu passes dans un mood vraiment de full compétitivité, on retourne en playoff et du coup on sacrifie un peu le développement de joueurs qui ne peuvent pas apporter quelque chose dès leur entrée sur le parquet dès octobre prochain. Ah non, tu peux pas abandonner maintenant, hein. Vu effectivement le pick 11, trade, etc. Ce serait un aveu d'échec assez fort si tu abandonnais maintenant. Et puis, comme tu l'as dit, très jeune, pas prêt pour la NBA, ni physiquement, ni dans le jeu. Par contre, qui est capable, je pense, de progresser assez vite, à voir s'il confirme ça. Mais pas inintéressant, tu vois, non plus. On a eu 2 3 passages corrects, mais très peu. Donc, tu l'as tellement peu vu que tu peux pas dire autre chose que honnêtement, c'est un pari. Après, comme tu dis, t'as cet aspect, est-ce qu'on aura du temps de jeu pour lui l'année prochaine, enfin dans les futures années? Je pense que l'année prochaine, il aura ses chances. À lui de montrer qu'il les mérite ensuite, mais je pense qu'il aura ses chances sur le moment, ouais. Mais Elles vont être fines les chances à mon avis, hein. Très honnêtement, sans se projeter, faire le live stratégie de l'intersaison. Mais déjà là, sans même drafter un ailier, la concurrence est quand même sévère. ouais. Si tu draftes un ailier en 12, Ça va être comme d'habitude, ça va être par passage où il y a un mec qui jouera plus et lui prendra sa place et vice versa, tu vois. Pour moi, ça va être ça, un peu comme cette année, hein. ah, mais est-ce que tu auras tant de mecs que ça T'en auras de qui joueront t'en as plus? moins en moins. Voilà, est-ce que des cas à la JRE où le gars passe de titulaire à aucun temps de jeu vont se reproduire l'an prochain? Bah, Je suis de moins en moins sûr de ça. avec les certitudes qu'on a, ouais, t'en auras de moins en moins. Mais tu vois, par rapport à un Jeline, je suis sûr que l'année prochaine, on est capable au moins de ne plus trop faire jouer de Jeline au profit d'un Dieng, par exemple, tu vois.
Ah, c'est pas les mêmes postes Oui, après, mais. bah t'es capable, hein, tu vois, tu fais jouer plus Dieng avec un Chet, tu fais, je sais pas, à voir, hein. Moi ça me... Ah ouais, mais si tu fais J. Will Chet, là pour le On est coup. capable de le faire aussi, je te le dis tout de suite, ça va arriver. Ouais, bah alors là, permettez-moi d'être un peu plus sceptique. Mais non, mais moi je suis sceptique de ça, mais je suis... Franchement, je pense qu'on le verra à un moment. Peut-être pas beaucoup, mais on le verra. Ouais, c'est comme le JRE Bailey, quoi. C'est Ouais, vraiment la line-up de deux bigs où tu te dis qu'est-ce que ça fait là. ouais. Donc moi j'avais Dieng aussi, bien entendu, parce que bah, honnêtement, il est fait pour être dans cette catégorie. Et j'ai quand même beaucoup encore. Parce que... Non. Non, mais parce que... Voilà, on en revient toujours au même point. Au final, on l'a pas vu cette année, quoi. On l'a vu pour un début de saison correct, et puis après blessé, et puis voilà. Mais t'es encore dans l'incertitude du joueur, mais encore très jeune, encore un profil intéressant, là encore un profil atypique. Je pense qu'il aura du temps de jeu l'année prochaine, lui aussi, il aura ses chances, on verra s'il les saisit encore une fois. Mais ouais, moi je pouvais pas le mettre autre part non plus que là. Là où un JRE, je l'ai mis en dessous parce que j'étais plus sévère sur la fin de saison, bah, comme on l'a dit l'autre fois, qui a été cataclysmique. Beaucoup, j'étais obligé de le mettre encore en qu'est-ce qu'on en fait, parce que honnêtement, je sais pas ce qu'on va en faire à force de beaucoup. Parce que petit à Moi, petit, je pressens qu'on va le prolonger, hein. mais à quel prix? Bon, ça c'est un autre débat, Je sais mais pas, hein. Mais bon, c'est avancé sur la stratégie d'intersaison, mais. Enfin, non, parce que la stratégie d'intersaison, c'est ce qu'on voudrait faire. Mais moi, je sens venir la prolongation pour beaucoup, hein. mais Je sais pas dès cet pourquoi. été? Bah, c'est possible. Non, il faudrait voir aussi bien. Est-ce que tu peux prolonger un joueur pas au max à la fin de sa troisième année? Je sais plus. Tom, s'il nous écoute, rectifiera dans les commentaires. Mais en tout cas, que ce soit cet été ou que ce soit l'été prochain, moi, je sais pas. Saint-Presti, il a un truc avec beaucoup. Je sais pas. Je pressens une prolongation. Alors, c'est peut-être moi qui m'imagine des scénarios catastrophes pour tout et pour Ouais. n'importe quoi. Mais je me dis qu'il a plus de chances d'être prolongé que d'être coupé Oui. ou d'être échangé d'ici un an. Peut-être. Après, il a un truc avec beaucoup. Globalement, il y a des fois où tu dis, ok, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Bon, des fois, non, ça je suis d'accord, mais Ah, c'est un joueur théorique, t'as quoi. pas rien. Bah non, pas théorique, parce que des fois, il le montre. Donc, tu vois, début de saison, il montrait quand même, tu vois. Oui, ouais, c'est un joueur d'échantillon dans ce cas-là. Plutôt. De flash, non, de flash, De pardon. Excusez-moi. flash. Mais Voilà. non, je pouvais pas le mettre là, plus bas non plus, parce que il est pas inintéressant pour moi, donc je l'ai laissé là pour l'instant. Par contre, les chances petit à petit fondent comme neige au soleil pour beaucoup. Là, chaque année on dit ça, mais là beaucoup, Ah au bout non, d'un l'an dernier, moment. on avait déjà dit que Ouais, cette année, c'était la dernière ouais, mais tu chance. vois, Ouais, encore hein. une fois, il a été blessé et tout, mais là ça commence d'être vraiment compliqué pour beaucoup. Ah bah, surtout si tu draftes un ailier, là, pour le Ouais. coup. Si tu dois faire un Ouais, bah, 4, c'est ouais, comme ce qui est possible hein, en soi, hein, donc bon. c'est compliqué, Ouais. c'est compliqué. Bon, bah passons au one shot, du coup. Ouais, Combien il te reste de joueurs là-dedans, toi, du coup? à 4, Euh, à moins que j'en ai oublié, mais il m'en reste 4. les 4 dont on n'a pas parlé? Bah, il y a beaucoup dedans, donc Bah, si on en a parlé. t'as dû en oublier parce que moi j'en ai 4 et qu'on n'en a pas parlé. J'ai Ah, Treman, Lindy Waters, JRE et Dario Saric. Ah, mais j'ai pas mis Saric c'est pour ça. Parce que Saric il est free agent et en plus c'est un joueur un peu plus Oui, vieux. Donc c'est pour ça. c'est vraiment le C'est one pour ça shot que- là, Saric. Il sera jamais Voilà. prolongé. Bon, on va pas passer Bon, beaucoup de temps sur jamais, lui, hein. jamais, on ne sait pas. Il peut être Oui, prolongé, au hein. minimum, mais bon, pas très. Alors que Lucas nous dit raison de plus pour drafter un 4 quand on parle de beaucoup. Il n'a pas forcément tort. Mais sachant que l'an dernier on avait mis. Et là, alors là, attention. Attention, là vous allez vous allez réentendre des noms légendaires dans l'histoire du Thunder. On l'avait mis Théo Malédon. Enfin, moi j'avais mis Théo Bah, Malédon, j'avais juste au-dessus. qui est plus là. J'avais mis Azaya Roby, Plus qui là. est plus là. J'avais mis Sarr, bon, qui est plus là, mais qui est revenu. Mais Mais qui va qui va repartir. repartir. Euh, qui est là, qui est reparti et qui est revenu. Il y avait Vic Kreshti, qui est plus là non plus. Et toi, t'as Jérôme qui est plus là, Roby qui est plus là, Sarr qui est plus là et Kreshti qui est plus là. On a été bon là-dessus, d'un Donc, mine de rien. On a été bon. attention aux gars qu'on va citer Ouais. dans cette catégorie, il y a de fortes chances qu'ils soient plus là. Donc, oui, bon, j'avais pas mis Dario Bon, Saric, je le mets en one shot. après, Et prolongation, en ça, one shot. ça sera au minimum pour rien. Donc, même s'il est là, il Oui, oui, prendra oui. juste un roster spot, quoi. Pas bien. Oui, oui, mais j'ai vu le Caps France qui voulait signer Dario Saric. Bah, signe Dario Saric, mais t'as pas beaucoup vu jouer Dario Saric cette Après, je année, trouve par les contre. gens durs, hein, ouais, honnêtement. On avait eu des joueurs bien pires que ça, hein. Oui, mais des joueurs qui étaient bien plus jeunes aussi. Et qui avaient une réputation bien moindre que celle de Ouais. Dario Saric. Dario Saric, au moment où il se blesse, c'est un vrai Ah joueur oui, d'impact avec les Suns, quoi. Donc, parmi les one-shots, j'ai mis JRE.
C'est bon, on arrête les frais, JRE. Surtout que, bon, alors avec le nouveau CBA, tu peux te ramener avec 21 joueurs sous contrat au training camp. Là où c'était 19, je crois, sous l'ancien CBA, puisque là, on a Et, 14 joueurs, je et crois. un tout et en plus, si je crois bien. En plus. Non, c'est 3 tout, ouais, Oui, je donc crois. un tout et en plus. Ouais, je sais plus. Non, mais 21, oh, je sais plus. Mais en tout cas, c'est 21 joueurs sous contrat. Pour les toués, je sais pas. Mais parce que là, on a cité 14 joueurs déjà, si je ne dis pas de bêtises. Et que tu draftes, suffit que tu draftes tes deux gars au second tour, plus un gars au premier tour, les places, elles vont vite coûter cher parce qu'il faut être 15 à la fin. Donc, à moins que tu signes des seconds tours en two-way, ce qui m'étonnerait. Donc j'ai enlevé en one-shot JRE, beaucoup. Lindy Waters, qui a une team option cet été. Et Treman, parce que c'est bon, là, il y a un moment où si je mets Théo Malédon dans les one-shots, il faut mettre Treman aussi. Donc voilà, j'ai mis ces quatre-là parce que c'est des joueurs, soit je leur vois pas, soit je vois pas dans quel monde ils ont du temps de jeu l'an prochain, soit parce que le développement a été insatisfaisant jusqu'ici et que je préfère passer à autre chose. Bah, JRE, concrètement, il va être sixième dans la rotation. Je dis ça au hasard, mais c'est ça, quoi. Il est sixième sur son poste ou sur le front-court, ça devient très compliqué pour lui, hein. Alors qu'il a starté cette année et que c'était pas scandaleux de le voir starter, en fait, vu ce qu'il produisait, vu le niveau des autres au début. Donc on est quand même sur une petite descente aux enfers là, sur cette saison de JRE. Mais ouais, effectivement, là, il y a trop de joueurs qui sont prioritaires par rapport à lui dans le développement, pour que tu essayes encore de le remettre en rythme, de le redévelopper et tout. Donc c'est clairement un candidat à être coupé cet été, quand on aura besoin de faire de l'espace dans le roster. Saric, on en a parlé. Lindy Waters, bah, c'est un peu le même cas, hein. On en a parlé la dernière fois. Il a eu son contrat garanti, mais il est quand même plus vieux. Il met pas tant dedans que ça, comparé à un Isaiah Joe par exemple. Alors même s'il a progressé défensivement, qui pourrait avoir un impact avec ce plug and play, je tire dans tous les sens, il n'y a pas assez d'efficacité de niveau pour l'instant faire un trou dans cet effectif-là et être dans une catégorie au-dessus. Donc il est obligatoirement là. Après, est-ce qu'il sera coupé, est-ce qu'il sera encore là, ça c'est une autre question, mais il aura vraiment pas beaucoup de temps de jeu, je pense, hein. Ah, déjà, c'est est-ce qu'on prend son option cet été, Oui, puisqu'il a d'ailleurs. une Ouais. team option. Donc, Et après, c'est plus le ah, 4 Eman qui est un peu plus épineux parce que c'est un de tes choix premier tour. C'est quand même un joueur qui en première saison n'avait pas été inintéressant. Et là, bon, bah, cette saison, ça a été cataclysmique, hein. On en reparlera, je crois, dans notre article bilan, vu les sondages qui sont ressortis. Mais enfin, personne ne peut être satisfait de ce qu'il a produit. Personne ne peut être encore dans le train Treman, qui est complètement à l'arrêt. Enfin voilà, là, c'est archi compliqué pour. voilà, c'est pas qu'il est à l'arrêt, là, c'est que c'est Putain, le dernier arrêt, c'est là. la Tout le grève. monde Là, descend c'est la grève du train, là. Ouais, Voilà. là, ouais, pour le coup, là, c'est même pas qu'il y a un train, c'est juste qu'il n'y a pas de ligne, quoi, pour que Ouais. le train puisse circuler. Mais oui, bah, le cas Treman, sachant que enfin, Treman, c'est quand même 1, 2, 3, c'est le quatrième choix le plus haut. Non, parce qu'il y a beaucoup en 17. Ouais. C'est le cinquième choix le plus haut du Thunder à la draft, hein. Et beaucoup, c'est le quatrième choix le plus haut. Donc voilà, et ce qu'il y a eu ces 2 dernières années, pour le coup, bon, c'était surtout cette année. Cette année, on l'attendait beaucoup. Il n'a pas montré grand-chose. Après, je pense que Treman est un joueur qui peut avoir un futur en NBA, Oui. mais il faut le mettre dans une équipe où, Faut enfin, qu'il le est-ce que relance lui, déjà. qu'il le relance, et est-ce que lui aussi, ce sera pas un joueur qui existera via Flash, quoi? Est-ce que c'est pas un peu le Cam Thomas du Thunder, quoi, où c'est un joueur, il y a des matchs où ok, il va te mettre 35 points, par contre, quand il met pas les tirs, Ouais. ce qui arrive la plupart du temps, ça va être très difficile de le faire Le jouer. problème, c'est qu'on a même pas eu ses flashs cette année. C'est ça la problématique. Et puis, Bon, il y en a eu un ou deux en début de ouais. saison, et puis après, c'était Puis le fini. problème pour Treman, alors son option a été levée pour l'année prochaine, mais là, dans l'année d'après, il te vaut quand même 5 millions sur sa dernière année de contrat si tu lèves l'option. Alors en soi, c'est 5 millions, mais pour un joueur qui ne joue pas et qui n'a pas progressé, ça va être compliqué. Et ce qui est triste en plus, c'est que cette année, on l'a déjà dit, il avait vraiment de la place pour avoir des grosses minutes, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde sur son poste cette saison. Il y a eu un Joe qui s'est affirmé, mais profil différent. Enfin, il y avait vraiment de quoi faire, mais il s'est pas montré. S'il y a un joueur drafté sur son poste, ce qui n'est pas exclu,
C'est fini là. c'est fini pour lui. Concrètement, si ça draft en 12 un poste 1-2 qui tient un peu la balle, c'est fini pour Un Tremont. combo, Et- si tu draftes ouais, enfin, on va pas citer les noms, mais si tu draftes, et même, t'as raison de dire ça, c'est que cet été, il avait quand même, ça on l'a pas trop mentionné dans le bilan individuel de la saison, c'est que autant l'an dernier, on se disait, bon, il a un temps de jeu limité parce qu'il y avait Ty Jerome, déjà Théo Ouais. Malédon avait été pas mal mis sur le carreau, là les deux sont partis, il y a littéralement pas de backup meneur, et pourtant tu es dans une situation où bah, t'as Isaiah Joe qui a pris sa place largement, donc il n'a pas su saisir les opportunités. Et effectivement, c'est un mec qui a été drafté très haut, mais bah, finalement, son apport n'est pas positif. Et vous regardez des pics 18, ou en tout cas des joueurs qui sont draftés en fin de premier tour et qui ne marchent pas, c'est souvent au terme de leur troisième année où soit tu prends pas l'option sur la quatrième, soit ils se retrouvent ailleurs. Donc Mm, mm. il est dans les temps de passage. Moi, c'est pas exclu qu'il soit sur les pistes à la trade deadline, par exemple, si on n'arrive pas à le faire jouer ou des choses comme ça, c'est pas exclu qu'on le voit partir, hein. Parce qu'il y a des équipes qui pourraient essayer de le relancer ou qui pourraient se dire, nous on a de la place pour essayer de le développer. Parce que c'est pas il y a du talent, hein, Treman. Autant il y en a d'autres, un JRE, tu sens que ce sera un role player, il n'y a pas énormément de talent, mais il peut être utile. Treman, il y a vraiment du talent, mais t'as pas cet aspect pour l'instant, je suis efficace, je sais ce que je vais faire, etc. quoi. Ah, ouais, il y a du talent, mais du talent théorique, hein, là Ah pour le oui, coup. non, mais quand tu Oui, vois certains matchs qu'il a fait en rookie, il y a pas, tous les joueurs ne peuvent pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est non, non, je suis d'accord, mais après, enfin, c'est déjà arrivé à l'Indy Waters de mettre 6-3 points dans une oui, première mi-temps aussi. Lucas nous dit il y a eu des flashs de ces flashs cette c'est ça. saison. Des flashs de Bref. flash. Ah, mais là, du coup, ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire beaucoup à développer. Donc, oui, je pense que le diamant Treman, si tant est que c'est un diamant, c'est plus une perle. Est à polir parce que je pense qu'il faut gratter. Il y a un truc à gratter, il y a un truc à développer Hmm. avec Treman. Mais la problématique, c'est que même si on est encore dans une phase un peu, allez, pas de reconstruction, mais tu es dans un entre-deux avant d'être réellement compétitif, ce genre de profil a quand même. C'est pas le profil que tu as envie de développer parce que tu as, quand même, avec la saison que tu as fait, tu as quand même pas des impératifs, mais tu as quand même des objectifs de résultats la saison prochaine qui sont difficilement compatibles avec un joueur où il faut lui donner 20 minutes et il Hmm. faut qu'il loupe 6 shoots par match pour pouvoir se développer. Il n'y a pas de nom à cette phase d'ailleurs où on est. Ça serait de la construction, de la pré-compétitivité. Je sais pas, faudrait trouver un nom officiel. Je sais pas, Bobby Marks a dit qu'on était dans une période où on était dans une période où il faut être patient et où on analyse encore les joueurs. Oui, c'est vrai. Euh, c'est peut-être une période, ouais, c'est un entre-deux, quoi. C'est de la T'es- 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 pré-compétitivité, mais en même temps, t'es pas nul. tu vois, de reconstruction, t'es dans les stands et là t'es sur la ligne de départ, prêt à y aller. Mais Disons que t'es on the rise, ouais, c'est ça. ouais. T'es on the rise, quoi. Hmm. T'es pas nul, mais t'es un up and coming. Up and coming, Ouais. c'est pas mal aussi. C'est que tu commences à faire du bruit, quoi. Mais tu fais Hmm. pas non plus du bruit, mais tu commences à toquer à la porte. Et quand il a parlé, lui, de la fenêtre de titre, il disait elle est pas ouverte, mais elle commence à craquer un peu pour s'ouvrir. Pour finir cet épisode, on a fait le tour de tous les joueurs. On va juste rappeler, nous deux, chacun notre tour, toute notre catégorie. Je vais commencer, comme ça, dans les commentaires ou autres, n'hésitez pas à donner vous aussi votre classement et tout. Alors, dans les intouchables, le noyau du futur, moi j'avais chez Josh Giddey, J-Dub et Chet. Juste en dessous, dans les keepers, sur pas mal d'années, j'avais Dort et Kenrich. À moyen terme, j'avais Isaiah Joe, Jalen Williams et Aaron Wiggins. Dans les paris, j'ai mis Poku et Dieng, et ensuite les one-shot, Man, Waters, Jireux et Saric. Vas-y. Moi, dans les intouchables, j'ai Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren. Dans les keepers long terme, j'ai Kenrich et Josh Giddey. Dans les keepers moyen terme, j'ai Wiggins, Dort et J-Dub. Dans les en attente slash Paris, j'ai Joe, Jeline et Dieng. Dans les one-shot, j'ai JRE, Poku, Waters et Treman. Voilà, donc n'hésitez pas à partager votre classement, votre répartition aussi dans les commentaires ou sur Twitter ou autre. Et puis c'était cool cet épisode, c'était plutôt tranquille, voilà, on est plus calme maintenant, il y a la loterie qui arrive et on est très calme, ça c'est incroyable. C'est Ah, incroyable. la loterie, on va rien avoir de toute façon. On va Ouais. avoir le pic 12. Donc, le seul truc que les gens pourront quick clipper, c'est notre réaction quand Portland aura le premier pic de la draft. De toute façon, vous l'aurez lu ici, Ça fait l'ordre chier. de la draft. Ça ferait C'est chier. c'est Portland en 1, c'est Houston en 2. Détroit en 2, Ah non. non, Détroit en 2 et Houston en 3. Ça, je vous le dis.
Voilà. Vous pouvez liker, hein, attention, hein, moi j'ai mes sources, mais c'est un peu le scénario catastrophe pour le Thunder. Ah Disons ouais. que, bon, alors je vous dis tout de suite, si Victor atterrit aux Pacers, je serai très content parce que ça fera un partenaire pour En vrai, moi Tyrese aussi, je Haliburton. serais content pour Victor, en vrai. Alors moi, pour Victor en soi, je m'en fous un peu Non, si. parce que j'ai pas la fibre franco-français. Pour moi, c'est juste un prospect extraordinaire, qu'il soit français ou pas, je m'en fous un peu. Mais ça veut dire qu'il aura un partenaire avec Tyrese Ah Haliburton bah, là, et oui. surtout, s'il part dans une équipe de l'Est, je pense que toi et On est moi, on content. sera Ouais. content de dire tu l'affronteras que 2 ans. Que s'il va à Portland, faudra se le farcir Ah quatre ouais, fois non, par non, an, ouais. Victor. Donc C'est pour ça, en vrai, je pense que si jamais on est en live pendant la loterie, je suis en train de voir si je peux oh être là disponible. là là. Mais je pense qu'on va beaucoup débattre de plutôt ça, en fait. Si, qu'est-ce qui va se passer en termes de nos concurrents dans le futur, en fait. C'est surtout ça, hein, parce qu'un Victor, t'en as pour 20 ans à l'affronter, quoi. Donc bon, Bon, peut-être pas. non, Bon, c'est pas le gars le plus. non, C'est pas. Si je dois mettre 10 balles sur qui fera 20 ans en NBA, je mets pas sur Victor Wembanyama parmi les mecs non, mais draftés. t'as 15 ans. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Avec le physique, on sait pas, hein. Mais en tout cas, si tu dois mettre un pari sur de toutes les drafts, quel est le joueur enfin, qui sera le plus fort depuis ces 2 ou 3 dernières années que tu devras stopper, il y a de fortes C'est chances un peu pour que ce soit lui. Victor, C'est un effectivement. petit peu lui. Non, mais voilà, donc ça change pas mal de choses dans cet aspect-là. Donc on préférait qu'il soit à l'Est ou chez nous, effectivement, hein. Alors, il sera pas chez nous, cherchez pas. D'ailleurs, fun fact, quand on avait fait le podcast Quels joueurs s'inscriront dans le futur l'an dernier, on avait évoqué un joueur de Gonzaga, mais sans l'évoquer, puisqu'on voulait pas Ah ouais, porter malheur. et on l'a vu. On, on avait dit le La joueur loterie était de pas Gonzaga. passée, si? Ah non, la saison Non, était non, la pas loterie finie. était pas passée. Non, non, on était en Oui, c'est février, pour c'était à ça. l'époque où on jouait à rien, donc On du coup, faisait il des fallait trouver épisodes. des sujets. Euh, mais on avait dit un joueur dont le coéquipier est Drew Timmy. Donc voilà, bon, je vous laisse deviner, il a atterri au Thunder. Donc voilà, je me suis dit, bon. Un joueur dont le coéquipier est Bilal Koulibaly, alors on va dire. Bilal Koulibaly qui a de fortes chances d'être drafté au Et premier que je tour d'ailleurs. craindrais pas, honnêtement, d'ailleurs, dans le profil. En 12? Non, pas en 12, en deuxième tour. Ah ouais, je pense qu'il va être Ouais, je drafté au pense qu'il premier sera tour. premier tour, Il a fin un de bon premier petit tour. stock, hein. Ouais, ouais, il est vraiment intéressant. Donc voilà, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram. Puis on se retrouve très vite, peut-être pour la loterie, sinon dans le week-end qui arrive de l'Ascension, sûrement. On va essayer. Et puis voilà, bonne finale de conférence à tous et bon match 7. Et puis à très bientôt. Salut! Salut!